à toutes et à tous. Donc effectivement, lors de cette session, je ne vais pas vous faire un résumé, mais vous l'avez vous-même déjà dans vos documents, mais plutôt exposer un peu mon ressenti à travers effectivement donc forcément un aspect subjectif dans le choix des termes que je vais employer. Donc en premier lieu, les exemples exposés par les différents intervenants couvrent en fait une grande variabilité, c'est mieux comme ça? Ouais, pardon. Donc je disais en premier lieu, les exemples exposés couvrent une grande variabilité territoriale, donc de la vallée alluviale comme système, et notamment est exposé sur la vallée alluviale qui recouvre une bonne partie de la vallée de l'Oise, au Mar, c'est-à-dire des éléments ponctuels du paysage, en passant bien sûr par l'échelle des sites. Donc cette variabilité est intéressante dans cette session puisqu'elle montre que les moyens à mettre en œuvre et les objets, les contraintes, les potentialités bien sûr ne sont pas les mêmes. Il ressort néanmoins que dans bon nombre d'exposés, exposés des modes de gestion, il s'agit d'une démarche, de plus en plus une démarche intégrée des usagers qui prennent en compte les valeurs caractéristiques des zones humides. Notamment, je citerai l'exemple des GIE, des regroupements d'intérêts économiques et environnementaux dépendant de la loi agricole de 2014, qui devrait normalement améliorer les situations, notamment de gestion dans ces espaces. Alors cette intégration passe effectivement par beaucoup d'intervenants sur les sites, les usagers, je dirais, primaires, que sont les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui les conseillent, qui assurent en fait la maîtrise, qui sont au cœur du système, c'est-à-dire les gestionnaires eux-mêmes, à travers les gestionnaires et notamment, je pense là aux SEN, aux différents SEN. Et puis enfin, l'autre groupe intéressant et indispensable, à mon avis aussi, ce sont les naturalistes et les scientifiques, à travers par exemple les bureaux d'études, ou bien, pour ce qui nous concerne ici dans cette salle, notamment les conservatoires botaniques nationaux pour ce qui concerne la flore, ou d'autres groupes, des associations qui s'occupent des invertébrés, par exemple, comme le Grécia à Rennes. Néanmoins, il apparaît dans les exposés que le déterminant majoritaire pris en compte pour la gestion est celui, je dirais, c'est le filtre biodiversité qui apparaît en premier lieu. Alors c'est inhérent évidemment au colloque puisque c'était le centre, je dirais, mais néanmoins on peut penser qu'il y a peu ou pas assez en fait de déterminants autres qui sont intégrés dans les démarches de gestion, même s'ils le sont de manière sans doute prise en compte, mais pas exposée en tout cas comme telle. Et je pense aux déterminants fonctionnels comme celui des attributs comme celui des niveaux trophiques, c'est un peu ma marotte, ou celui de la notion de puits-source de carbone. Puisqu'on a vu beaucoup de zones humides, effectivement, sont des éléments déterminants de cette matière. Et notamment, demain, il est possible qu'un bon nombre des moyens, le carburant qui va alimenter les zones humides, va provenir notamment de ce qu'on appelle la redistribution de la taxe carbone qui va se mettre en place nécessairement. Et donc à ce titre, les zones humides peuvent être un élément essentiel pouvant profiter de cette manne future, du moins je l'espère. Les exposés ont couvert les différents types d'usages, du pâturage, en passant par la fauche suivie du pâturage du regain, enfin des éléments de fauche seule, mais peu, voire pas du tout, n'ont exposé quelque chose tenant compte à la féralité, c'est-à-dire à l'abandon des usages, au moins partiellement, parce qu'effectivement, il apparaît ici, on pourra en discuter, je pense qu'il y a un grand déterminant, et c'est normal, c'est la culture des gestionnaires, c'est de faire quelque chose sur un espace. Alors j'entends faire quelque chose, c'est-à-dire agir physiquement sur cet espace, s'imprégner, et donc la notion de ne rien faire, entre guillemets, au sens physique du terme, de ne pas intervenir, sauf bien sûr à travers des suivis, n'est pas forcément encore intégrée. Mais je pense que j'ouvre ça à la discussion plus tard. Donc cette notion de milieu ouvert, milieu fermé, c'est quelque chose qui est une vision très anthropocentrique. Par exemple, une prairie, est-ce un milieu ouvert? Alors vous allez me dire oui, à travers votre démarche anthropocentriste, mais pensez aux carabes qui se promènent dans cette prairie. Tout le monde a vu le film Microcosmos. Je pense qu'une prairie est beaucoup plus fermée pour un carabe qu'un sous-bois forestier. Je laisse ça à votre appréciation. Et effectivement, pour terminer mon propos, je voudrais mentionner quelques réflexions, ou plutôt lancer des mots-clés pour alimenter la discussion, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, je pense à la dualité, par exemple, zone inondable, zone humide. Alors, on ne va pas revenir sur la définition de zone humide, mais néanmoins, dans un certain nombre d'exposés, il y a eu on a l'impression que zone humide et zone inondable n'ont pas toujours été
bien séparés. Et quelquefois une confusion, je pense par exemple à l'exposé, très bien par ailleurs, qui a été fait sur l'intérêt ou non des peupleraies dans ces systèmes. Il y a celui que j'ai évoqué aussi, qui est de mare temporaire, mare permanente. Quel est ce concept de mare temporaire? J'avoue qu'à la réflexion, je n'arrive pas à bien saisir, bien que ce soit un terme très usité, hein, puisque si on a un écosystème qui est dit temporaire, a priori, il ne mérite pas forcément de gestion, de conservation ou autre, puisque son statut même, c'est la temporalité. Bien sûr, alors ça c'est encore une plus grande marotte, on l'a exposé sur le terrain, c'est tout ce qui concerne les niveaux trophiques, donc oligotrophie versus eutrophie. Et on verra que derrière ces deux, enfin on pourra voir éventuellement que derrière le déterminant, la qualification oligotrophie versus eutrophie, les modes d'action, les modes d'usage ne seront pas les mêmes. Et puis pour clore peut-être mon débat, je voudrais inciter aussi toujours, ramener un peu à une certaine anthropomorphie que l'on a tous naturellement. C'est celui qui concerne un terme que j'essaye de voir supprimé par les scientifiques, les usagers, qui est très utilisé, sans doute parce qu'il sonne bien à l'oreille, c'est celui de fonctionnalité. Mais fonctionnalité, je ne sais pas ce que c'est. Tantôt c'est des fonctions, des processus, tantôt c'est des services rendus, tantôt c'est des services écosystamiques. Donc c'est un mot un peu qui est très usité, mais qui là aussi, un peu comme le mot échelle, dans le temps, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une grande, une petite échelle géographique, territoriale, etc. Voilà. Donc j'ouvre à travers cette petite synthèse quelques pistes pour une éventuelle discussion au cours des débats à suivre. Merci de votre attention.